très malheureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true god? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HubSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour, pardonnez-moi. Ouf. Jim. J'ai fait l'introduction 2 fois. Bonjour et bienvenue à tous. Cette, une fois de plus, édition du 7e Antiquaire. Bonjour Francis, ça va? Bonjour Jim, ça va très bien toi-même? Effectivement, je suis juste en train de mettre les derniers détails parfaits. Le 7e Antiquaire sur les ondes de Choc FM. Oui. Splendide. Ah. You're a master of your craft, Jean-Michel. Pas particulièrement, non. Sais-tu, Jim, avant de commencer l'émission, là, puis d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais je crois qu'on se doit de dédier cette émission à quelqu'un de bien précis, de très chaud dans notre cœur. Ah non, ça se peut pas. Oui, je pense qu'on va dédier cette émission-là à notre sensei, du moins au mien. Je me réclame de ce sensei, un bon ami à nous, du nom de Guro Guri. Ouais. Surgeon, comme ce film me fait beaucoup, le film dont on va parler me fait beaucoup penser à lui. C'est en fait, ça a été un très grand initiateur c'est un cinéphile ardu, un cinéphile de haut vol qui nous a beaucoup appris. Et ce film-là, en quelque part, ça le représente bien, je trouve. C'est une excellente, une très belle façon de mettre ça. Hein. On t'aime, Grégory. Ben oui. Merci beaucoup parce que moi, c'est Grégory qui était pas mal responsable pour beaucoup de mon initiation par rapport au western, par rapport au cinéma italien. Au cinéma de genre italien, définitivement, mais encore plus. Il a fait de moi une femme. OK. Bon, allons dans le vif du sujet. Oui, aujourd'hui, on parle de Keoma, film de 1976, 1976, l'année de Rocky, excuse-moi. Incroyable, hein? 76, finalement, on s'en sort pas. Hein? C'est vraiment comme la plus belle année du cinéma de toute l'histoire de ce médium-là. Hein? J'ai pour le fun, beaucoup de misère, à dire le contraire. Rocky, Network, The Omen, Carrie, The Man Who Fell to Earth, Taxi Driver, All the President's Men. Et plus, même plus, parce que je sais que j'en ai fait, je pense que Don't Look Now aussi, non, c'est, ouais. C'est une année incroyable en termes de créativité cinématographique. C'est juste, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben, en fait, oui, je comprends un peu qu'est-ce qui s'est passé durant cette année-là, et pour les auditeurs qui seraient intéressés, il y a un merveilleux documentaire qui a été fait de Ted Demme sur cette période-là, qui s'appelle A Decade Under the Influence. T'as d'ailleurs fait une émission absolument fascinante sur le sujet. Vous pouvez aller définitivement la chercher. Ouais, c'est 1976, année oscarisée. Ouais, le gros, c'est une année un peu particulière par rapport aux Oscars, mais oui, c'est ça, il y a une émission d'une demi-heure au complet où je parlais de cette très, très, très étrange année. Un peu comme l'année où Chicago a gagné des meilleurs films. Non, ça s'est pas passé, ça, c'est un monde parallèle. Donc, on parle de Keoma, film de Enzo Girolami. Girolami? Ben, Enzo G. Casteralli, de son nom, Girolami. Faut que vous compreniez que le réalisateur de ce film-là est fils de réalisateur et petit-fils de réalisateur et père de réalisateur. C'est une famille immense de réalisateurs, les Casteralli. Comme c'est pas souvent le cas, mais ça arrive relativement souvent dans les familles italiennes. Ah oui, tout à fait. La famille Argento, la famille Bava, la famille Leone, la famille Fulci. Ah, c'est des gens qui apprennent les codes du cinéma quand ils sont très jeunes, en étant sur le plateau de tournage avec, je veux dire, ce sont des réalisateurs quand même de descendance italienne, mais les Coppola. Oui, les Coppola. Encore le cas. Oui, les Coppola, plus récemment, on a aussi, puis là, j'ai oublié son nom. Tu me reviendras là-dessus. Je veux dire, je suis pas pressé. Le réalisateur d'Untouchables. Ah, De Palma? De Palma, oui. Ah, ça, tu me l'apprends? Je suis pas au courant s'il y a une descendance qui fait du cinéma actuellement. C'est une bonne question, mais je pense que son père aussi en faisait initialement. Je le sais pas, mais tu me l'apprends. Mais nous ergotons, c'est ça, les familles italiennes et le cinéma, donc on en a une de plus. Et une autre figure extrêmement importante du cinéma italien de cette période-là, mettant en vedette Franco Nero. Franco Nero, qui malheureusement sera toujours considéré pour les gens qui ne sont pas des fans, des fanatiques absolument débridés, c'est le bon mot, absolument débridés de Western Spaghetti, et ce sera toujours le numéro 2 après Clint Eastwood
dans les figures emblématiques du western spaghetti. Mais si vous le demandiez à n'importe quel Italien, il serait le premier à vous dire que Franco Nero est l'exemple fondamentalement typé du héros de western spaghetti parfait. Absolument. C'est vraiment... Il est l'incarnation plus, bon, c'est ça, il y a Angel Face, The Man with No Name, mais Django est définitivement en deuxième position comme une des figures les plus importantes du western. Bon, OK. D'entrée de jeu, là, je pense que tout le monde, de près ou de loin, sait c'est quoi le western spaghetti. On en a parlé un peu la semaine passée avec le western curry. Donc, vous fiez à l'émission qu'on a faite la semaine passée par rapport à l'adaptation du western avec les mœurs traditionnelles du pays dans lequel il est fait. Mais faut contextualiser quand même les gens juste un petit peu sur un ou deux détails par rapport au western spaghetti. Oui. Faut que les gens sachent que le western spaghetti, c'est un western qui est né en Italie durant le milieu des années 60 et qui a perduré à peu près jusqu'à le milieu des années 70, en quelque part jusqu'à la fin des années 80, comme on le disait la semaine dernière. Oui, parce que Keoma se retrouve un peu dans une période de déclin du western spaghetti. En fait, on va revenir là-dessus, mais oui, tu as tout à fait raison, Jim. Mais en l'occurrence, il est important que les gens sachent à propos du western spaghetti que ce n'est pas juste une recontextualisation du western classique américain. Il y a des gens qui parlent de déconstruction du genre et des gens qui parlent d'appropriation culturelle du genre. Moi, personnellement, j'ai une perspective bien différente de ce que c'est un western italien. À mon avis, c'est un espace cinématographique de pure mythologie. Ce ne sont pas des westerns, les western spaghetti. Ce ne sont pas des récits socio-historiques. Ce sont des films qui se passent dans des milieux qui sont fantasmés, qui sont des complètes et totales fantasmagories. Pensez, admettons, au Excalibur de John Boorman, adaptation du mythe de la table ronde. C'est pas un film qui est socio-historique. C'est pas un film qui se passe dans une époque qui est purement et simplement déterminée. Bon, le film dont on parle se passe durant la guerre civile, mais c'est un endroit ce sont des limbes cinématographiques totales. Oui, ben c'est aussi le cas pour leurs précurseurs, les films de samouraï. Oui. Que c'était, socio-historique à la base, mais c'était de décrire des personnages. Et les western curry, comme on parlait avec Cholet la semaine passée, c'était des films qui dépassaient le social et qui devenaient des forces de légende, disons, à un certain point. Mais c'est de l'exaltation mythologique pure. Oui, complètement. Et on a pour chacun de ces mythes-là, les personnages qui sont associés, les 12 travaux d'Hercule, c'est 12. Oui, tout à fait. C'est 12 travaux, sont facilement représentables par les 3 missions de Angel Face. Oui, non, c'est tout à fait. Hein, je veux dire, les racines mythologiques sont les mêmes. Là, tous ces personnages-là ne sont que les fils et les filles de Gilgamesh. Là, c'est ça. C'est qu'on peut les voir. racines mythiques sont les mêmes. Bon, que ce soit un katana, que ce soit un arc et des flèches ou une arme à feu, il y a aucune différence. Je veux dire, l'exaltation mythologique est la même. Exactement. Et ça faisait en sorte de, un peu moins avec Keoma, mais on a ça avec Franco Nero, c'est qu'on voulait voir ces personnes-là vivre de nouvelles aventures. Oui. On voulait, Django est un peu plus facile comme exemple, même que Django a été joué par 2 acteurs différents. Par plus que 2 acteurs en fait. Plus même. Ouais. Bon. Il y a des films qui sont même pas des films de Django, que les producteurs appelaient purement simplement Django. Par exemple, le film dont on va parler, Keoma, s'est fait appeler en France Django est de retour, Django Rides Again, mais c'est pas du tout le personnage de Django qui est dans ce film-là. Sauf que originellement, le premier à avoir interprété Django, c'était Franco Nero. Le grand Francesco Nero. Faudrait qu'on résume le film à nos auditeurs. On pourrait bien, on est à peu près rendu là. Oui. Puis-je y aller, Jean-Michel? Libre à toi, Francis. Merci beaucoup. Keoma! On sera pas capable d'arrêter. Tu termineras s'il manque des éléments. Bon, mais notre Keoma en question, c'est un métis amérindien, c'est un Cherokee. En fait, Keoma veut dire far away. Ça veut dire qu'il vient de loin, ou de loin, si on peut dire ça comme ça en Cherokee. Ça fait très bien avec tous les éléments du film, d'ailleurs, ce nom-là. Pas mal, oui. Il possède en fait, c'est drôle parce que il possède un uniforme qui ressemble à un hippie, ça n'a pas de bon sens. Il est sur un grand cheval blanc, on dirait que c'est un échappé total d'une célébration. On dirait avec le petit bandeau, avec les cheveux qui, c'est ça n'a pas de sens. C'est un drop-out. On dirait qu'il vient de Woodstock, là, directement. Quoi qu'il en soit, ça fait juste exacerber en plus la dimension christianique, la figure messianique du personnage. Chose qu'on va voir à répétition durant le film. Alors, notre Keoma revient de la guerre civile. Il revient dans sa ville natale après avoir participé à cette guerre-là. Ça tombe bien. Il est du côté des gagnants. Et on devine au regard bleu d'acier immortel, maintenant immortalisé sur pellicule à plusieurs
plusieurs centaines de reprises par le cinéma. Les yeux bleus perçants et métalliques et pleins d'émotions de Franco Nero. On voit dans ses yeux qu'il en a beaucoup vu là-bas et que c'est vraiment plus le même homme. Quand il revient dans le village de son enfance, il se rend compte non seulement que le village est physiquement dévasté, tout est brisé, qu'une peste a affecté le village, que les gens vivent dans la peur et que le village est sous le contrôle d'un ancien confédéré qui s'appelle Caldwell, qui est un tyran, qui manipule les gens avec une main de fer. Alors notre grand Keoma revient et décide qu'il est temps pour lui de redresser la situation. Pour redresser la situation, il décide de faire deux choses. Retrouver son père, avoir une conversation avec lui, protéger une femme enceinte qui est ostracisée par le village parce que... Elle devrait être victime de la... Elle a la peste, probablement, peste, donc elle est infectieuse. Mais Keoma est littéralement suivi par une sorcière qui est la figure emblématique, inargumentable, de la mort. Oh, une figure... extrêmement mystérieuse, extrêmement présente aussi dans le film et que, évidemment, on l'entend dans le commentaire, Enzo le dit, qui est vraiment une inspiration. Une référence à Bergman, au 7e saut. D'ailleurs, on va y revenir, l'émission, définitivement, j'aimerais beaucoup qu'on la termine là-dessus, parce que c'est foudroyant, justement, les liens avec Bergman que ce film-là... Francis, expert en résidence, Ingmar Bergman. Ben, j'essaye. Donc, c'est à peu près le résumé de notre film. Il faudrait aussi peut-être ajouter que le tout est entrecoupé de retour à l'enfance de Keoma. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup, bien que Enzo Castellari a dit de lui-même qu'il n'y a aucune inventivité à son film, la plupart des critiques l'ont dit. Il est adepte d'un cinéma sous influence. Il ne fait que des références des films qu'il préférait. C'est une technique qui est beaucoup utilisée aujourd'hui. C'est un des réalisateurs Castellari préférés de Tarantino et ça se voit. Et il est lui-même un des maîtres à penser de Monsieur Tino. Et il a été aussi dit de lui qu'il était le Sam Peckinpah de l'Italie. Bon, OK, on va pas vous dire c'est qui Sam Peckinpah, OK? Si vous savez pas c'est qui Sam Peckinpah, c'est pas grave, mais là, vous allez sur votre ordinateur, vous faites une recherche et vous lisez tout ce que vous êtes capable de lire sur ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que c'est un des réalisateurs de genre les plus importants de toute l'histoire des États-Unis. Mais il a littéralement réussi à prendre ce qu'on appelle un cinéma de genre, un cinéma d'exploitation et de lui donner des lettres de noblesse. Le cinéma de genre de Peckinpah est devenu un cinéma d'auteur, mais son film le plus connu, définitivement, est un western du nom de Wild Bunch, un des 6 westerns, un des 3 westerns les plus importants de tous les temps. Et si ça vous intéresse, il y a une émission au complet qui a été dédiée aussi à Straw Dogs, un film qu'il a fait avec Dustin Hoffman. En fait, à avoir fait l'émission, je me suis rendu compte que l'émission portait beaucoup plus sur Sam Peckinpah, l'homme et le personnage, que sur le film. Donc, ça allait avoir une belle introduction aux très importantes excentricités qui ont fait que cet homme-là a passé l'histoire du cinéma à être reconnu comme étant une terreur, mais en même temps une influence monumentale, comme on le dit dans Keoma. Le cinéma américain de genre et d'auteur lui doivent énormément beaucoup. Même que le cinéma moderne n'existerait pas si c'était pas de Peckinpah. La dureté de la réalité peckinpahienne. Ouf. Oh, c'est bien dit ça. Et c'est lui, là. D'ailleurs, sans vouloir faire simpliste et résumer ça, s'il y a un flashback dans un film où quelqu'un crève, ça vient de Peckinpah, point. Ouais, ça vient de... Préférablement avec une éclaboussure de sang. Ouais. Et c'est ça aussi, on entend beaucoup parler dans Keoma, il y a énormément de clins d'œil. Il y a enfin le clin d'œil musical que je suis sûr qu'on va retourner, on va parler de la musique de Keoma parce qu'elle est très importante. Mais bon, Pat Garrett and Billy the Kid, un film de Sam Peckinpah, la trame sonore a été faite par Bob Dylan. Donc on a ça aussi. Oui, la trame sonore du film mérite un segment à elle tout seul. Oui. Des 52 films que M. Castellari, le Peckinpah italien, a fait, c'est son préféré. Oui. C'est un fils de... C'est quand même, on va s'entendre, c'est 3 générations de réalisateurs dans le sang de cet homme-là. 3 générations de boxeurs aussi, en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Castellari est un boxeur semi-professionnel et il se réclame dans la traque de commentaires, le commentaire audio du DVD. Il explique que le rythme de ses films vient du fait qu'il est boxeur. Hein. C'est cette espèce de rythme syncopé, rapide, prompt à la réponse violente. C'est cette dimension-là de boxeur qui lui a permis de devenir un monteur aussi chevronné. C'est son opinion à lui. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est fascinant parce qu'on peut vraiment appliquer on peut appliquer le schéma du match de boxe au film par le fait qu'il y a des périodes d'entre-rounds
où il y a des déplacements de Keoma, qui est à peu près l'équivalent en temps, même, je crois que c'est pas plus que 3 minutes, où un boxeur s'assoit et prend sa gorgée d'eau et attend. Donc on a vraiment des entrecoupures entre les rounds du film. Dans lequel il y a un entracte musical. Oui, exactement. Un entracte musical qui, comme on discutait tantôt, ressemble énormément aux entractes musicales de Bollywood. Oui. Quand vous verrez le film, vous devez le voir, comme toujours, quand vous écoutez cette émission. Absolument. Il est absolument impératif que vous voyez le film après. On s'entend là-dessus. Hein? Absolument. Toujours est-il que la trame sonore, comme on en parlait tout à l'heure de ce film-là, est largement inspirée de Leonard Cohen, qui avait fait la trame sonore d'un western de Robert Altman, pas longtemps avant, McCabe et Mrs. Miller. Et Bob Dylan avait signé lui aussi la trame sonore et joué le rôle d'un mercenaire lanceur de couteaux qui s'appelle Alias, dans Pat Garrett et Billy the Kid. Et cette sonorité-là, Monsieur Casterelli a essayé de la retrouver dans le film et c'est une réussite totale. La trame sonore, c'est de la musique folk américaine, mais avec une dimension de poésie complètement déjantée. En quelque part, moi, le film, je l'aurais littéralement appelé, si j'avais pu le faire à la place de Casterelli, la balade de Keoma. Parce que le film se présente comme une espèce de balade hyper nostalgique. Et toutes les actions qui sont posées par les personnages sont généralement commentées par une chanson. La chanson, si on la mettait de bout en bout, elle dure probablement 20 minutes. Ben, c'est ce que j'aimais beaucoup par rapport à la présence de la musique dans le film, c'est qu'elle me rappelait un espèce de... Ben, c'est une technique de mise en scène grecque, mais le chœur grec... Oui, c'est un chœur oh my God, bien vu. C'est un chœur qui commente la tragédie qui est montrée à l'écran. Tu as tout à fait raison. On a je sais pas les furies, là, mais on a toujours cette espèce... Et en même temps, on a la figure de la sorcière. Mais d'où le lien. En plus, ça vient juste renforcer la chose dont on parlait tout à l'heure, le fait que c'est un espace de mythologie pure, que ces mythes, ce sont des mythes qui sont vieux comme la Terre, qui sont répétés dans les westerns italiens. Et qui sont répétés dans un western italien encore pour augmenter la référentialité qui existe dans ce film-là, mais c'est un conflit shakespearien. Ah, totalement. Et on le dit, en fait, en fait, Monsieur Casterelli a littéralement adapté Hamlet en western. Bon, ok, ça s'appelait Django porte sa croix en France, mais le vrai titre du film c'est Johnny Hamlet. Donc la dimension shakespearienne dans les films les westerns italiens de Casterelli sont très souvent présentes. En fait, bon, on s'entend déjà, Keoma est très shakespearien. Le retour du fils, les frères qui ont pris le pouvoir, il se fait rejeter, c'est le demi-fils. Jules César, il y a un personnage qui est littéralement un émule de Jules César dans un des 3 frères, oui, dans le film. Mais en plus, par extension, Franco Nero est un acteur de formation, non, pas de formation shakespearienne, mais pour pouvoir apprendre l'anglais. C'est le mari de Monsieur Franco Nero, l'acteur principal du film, qui est Keoma lui-même, et le mari de Vanessa Redgrave. Donc, il a une formation shakespearienne. Ah, je savais pas qu'il était marié avec Vanessa Redgrave. Oui, puis il a joué dans des films, des péplums et des adaptations shakespeariennes. Oui, ben c'est ça, une formation classique, ça venait de pair avec plusieurs de ces acteurs-là. C'est encore pas un stéréotype, mais oui, c'est un stéréotype qu'on renforce que les personnes qui jouent dans les films de genre sont pas des acteurs accomplis. Non, fort malheureusement. Non, c'est des personnes qui sont capables, et c'est ça, comme t'expliquais tantôt, Franco Nero avait une présence, un regard et une approche minimaliste à son jeu qui faisait que c'était extrêmement puissant. Tout se passe dans son visage. Dans ses yeux. C'est un comédien qui a un contrôle total de son corps. D'ailleurs, bien qu'il soit le numéro 2 pour bien des gens de Clint Eastwood dans son rôle de The Man with No Name, évidemment, vous connaissez, j'imagine, ces films-là. Ce sont les films fondateurs, les films qui ont fait connaître le western spaghetti un peu partout à travers le monde. On parle évidemment de la trilogie de The Man with No Name, ce qui est Fistful of Dollars for a Few Dollars More, The Good, The Bad and The Ugly. Par extension, on parle aussi de Once Upon a Time in the West. Mais l'autre film fondateur, l'autre réalisateur, il y a 3 grands Sergio qui ont fait du cinéma, du western spag. On parle de Sergio Leone, le plus connu, le numéro 2, Sergio Corbucci et Sergio Soliman. Moi, personnellement, les films de Corbucci me plaisent plus que ceux de Leone. Mes 2 westerns préférés, c'en est un que tu as déjà commenté, c'est-à-dire Le Grand Silence avec Klaus Kinski et Jean-Louis Trintignant, et Django, qui est un très, 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 très bon western aussi, là. Quelle trame sonore aussi, hein? Ouais. Django! Non, c'est splendide. Ça prend toujours ça, hein? Des chœurs, justement, comme tu le disais. Ce sont littéralement des chœurs. C'est un opéra.
Ouais, d'ailleurs, la tradition d'opéra italienne a toujours déteint sur les westerns. Si je me trompe pas, Franco Nero est né dans la ville où l'opéra est inventé. Il est littéralement, il a été élevé dans le milieu de l'opéra. Ouais, c'est ça, c'est bon, tu vois. Quelle voix d'ailleurs, ce Franco Nero. Ah, il est important qu'on parle de lui, hein. Génial, Franco Nero, allons, je l'adore. Bon, tout le monde connaît Terence Hill, hein. J'imagine, tout le monde s'imagine un peu quand on parle de Terence Hill, on parle évidemment, on parle de Bud Spencer. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Terence Hill est un acteur italien. Évidemment, notre maître à penser, Guro Guri, dont on parlait tout à l'heure, le sait, mais c'est quand même important. Évidemment qu'il le sait. Mais c'est important de dire que monsieur Terence Hill s'appelle en fait Mario Girotti. Et Mario Girotti est connu pour son rôle dans le western Mon nom est personne. My name is nobody. Eh bien, Franco Nero, c'est pas compliqué. Moi, c'est mon opinion. Si tu prends Clint Eastwood, Terence Hill et tu sacs ça dans un blender, ou plutôt la machine de Fly, ouais. Tu vois, tu mets une mouche d'un bar, tu mets Jeff Goldblum de l'art, puis il sort une espèce de masse. Ouais, exactement. Ouais, il sort Bette Midler, that's a good one. Toujours est-il que si tu faisais ça avec Clint Eastwood et Terence Hill, c'est Franco Nero qui sort de là. Ouais, okay? Ouais. Les yeux perçants, les yeux bleus, un physique d'athlète incroyable, une splendide chevelure blonde, musclé, élégant, et comme le réalisateur lui-même, Casterelli, un gentleman de la plus haute distinction. Un homme qui aime parler de sa carrière, un homme qui aime parler des films dans lesquels il a joué, qui n'est pas avare d'informations, un homme qui n'a absolument aucune prétention. C'est le cas aussi de Casterelli sur toute la ligne. Mais tu ne fais pas chier l'homme, n'est-ce pas? Un des plus beaux commentaires que j'ai entendu sur un film, là, un acteur qui est capable de commenter sur son film, c'est encore sur le DVD, j'y réfère énormément, mais il raconte qu'on lui demande souvent de dire c'est quel son film préféré. Et juste pour vous donner un exemple à quel point c'est un homme qui a cette espèce de soiverie incroyable. Il dit, c'est un peu comme une mère avec ses enfants. On ne demande jamais à sa mère c'est qui son enfant préféré. Mais on ne questionne jamais que la mère, elle a quelque chose de spécial. Elle en a un préféré, ouais. Non, c'est même pas un préféré, c'est qu'elle a un lien spécial avec un de ses enfants. C'est vrai, il dit ça dans la piste de commentaires, et il dit ça justement de Keoma. C'est ça, il y a une distinction à dire, c'est peut-être pas son préféré, mais il y a juste un lien intangible qui existe entre ces deux-là, qu'on peut pas vraiment décrire, mais qui est toujours présent. C'est bien dit, hein. Beau. Il a aussi dit du fait d'être acteur que il fallait littéralement percevoir la caméra comme une femme. C'est tout. Il fallait tenter le plus possible de la séduire de A à Z avec tous les moyens possibles. Moi, c'est fait. Moi, c'est absolument même. Je suis séduit, moi aussi, par Franco Nero. Je trouve cet homme d'une beauté exceptionnelle. Mais c'est pas ce qui manquait dans le film, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a pas juste Franco Nero dans le film. Il y a le phénoménal Woody Strode. Woody Strode, un acteur et un athlète olympique qui a fait le décathlon aux Jeux olympiques, n'est-ce pas? Et donc, un homme qui a un talent pour le tir à l'arc et la course, parce qu'il a participé au décathlon. C'est aussi un joueur de football et une légende des films des westerns de John Ford. Et il a été souvent dit de Woody Strode que c'était un phénomène d'humanité de perfection totale, que c'était un homme d'une grande intelligence, d'une grande élégance, d'une grande force physique. Et il me semble que ça se voit dans ce film. Il y a un sourire à incroyable, cet homme-là. Hein? À jouer du banjo avec une espèce d'énorme sourire qui éclaircit tout dans son chemin. Et bordel, quand l'homme tire à l'arc, parce que le monsieur a un poncho, ayant son bras droit, celui qui tire la corde, est tout le temps tout à fait à l'œil, tout à fait dénué de toute forme de vêtements, pour évidemment pouvoir une meilleure manœuvrabilité de tout ça. À chaque fois qu'on le voit, on se rend compte que le physique de cet homme-là, quand il tire à l'arc, tous les muscles sont bandés. C'est un athlète naturel et ça se sent. Même qu'à cette époque-là, il était un peu vieux. Il avait commencé à prendre de l'âge, mais c'était une figure masculine incroyable. Mais qui est décédé aussi, c'est ça. À quel point est-ce qu'il est en forme? Il est décédé en 94. Oui, c'est un sacré... Je sais pas, il avait quel âge à ce moment-là. Je vais confirmer ça à l'instant, mais il était... C'est un athlète incroyable, avec un physique vraiment... Moi, je trouve qu'il ressemble un petit peu au chanteur de soul, au chanteur de funk, Scatman Crothers. Ben, c'est ça. Ouais, il ressemble beaucoup, hein. J'avais ça dans la tête, moi aussi, en l'écoutant. J'étais comme... Scatman Crothers, en passant, c'est le monsieur afro-américain qui a le Shining dans Shining, là, celui qui fait le cuisinier, là. Il ressemble un peu à cet homme-là, mais essayez d'imaginer cet homme-là avec une masse de muscles de 200 livres. Là. C'est à peu près ça, ouais. Non, une incroyable présence de la part de Woody Strode, là. Et c'est ça, on entend qu'il était très, très, très content de l'avoir dans le rôle, de l'avoir dans ce film-là.
qui, pour moi, complète la trinité des Gentlemen and Scholars. Avec Enzo et Franco et Woody, c'est comme t'as comme un triumvirat Ah. d'élégance masculine absolue. Incroyable, là. Hey, le pire, c'est qu'on tergiverse, puis on n'est même pas encore entré dans le vif du sujet. On a parlé de Franco Nero, on a parlé de M. Casterali, on a parlé du Western Spag, des films, on a parlé de Woody Strode. Mais là, il faudrait, avant d'aller à la pause musicale, en revenant de la pause musicale, il faut qu'on parle en profondeur des symboles de ce film-là, de l'élégance de ce film-là. Mais quittons simplement en disant que, comme on le disait tout à l'heure, le film qui a fait découvrir au western italien, qui a fait découvrir au monde le western italien fait avec Franco Nero, c'est le fameux Django de Sergio Corbucci. Et bien que ce film-là, vous allez le voir, il est souvent appelé Django Rides Again, ce n'est pas du tout un Django. La figure mythique, la légende autour du personnage n'est pas du tout la même, mais quand on va revenir de la pause, c'est là-dessus qu'on va focaliser. Ben oui, donc on parle de Keoma, 1976. Western Spaghetti de Enzo Casterali. Émission dédiée à Guro Guri Turgeon. Ultime sensei du cinéma d'exploitation. Tai Howler. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec Keoma, Francis? Ben, moi, j'aimerais rentrer dans l'analyse de ce film. Vous n'avez qu'à écouter les 30 premières minutes de l'émission pour savoir de quoi il en retourne. Bon, il est important de dire que quand le film a été fait en 76 par M. Casterali, c'est-à-dire le Tarantino du cinéma italien. D'ailleurs, en passant, Tarantino bûche depuis quelques années sur une adaptation, sur un remake, The Inglourious Bastards. C'est un film de Casterali. Il veut faire un remake de ce film-là depuis plusieurs années. Ah ouais. Leur cinéma se ressemble beaucoup. Hein. C'est un cinéma très référentiel, très postmoderne. Ouais, c'est vrai que, mais c'est encore pour ajouter à ça, on avait vraiment des complicités entre le réalisateur et l'acteur. Il faisait littéralement des scènes où il faisait OK, aujourd'hui on fait lui. En fait, je trouve même que c'est le même gars. Dans les tracts de commentaires du film, on se rend compte que les deux hommes étaient très chaleureux les uns avec les autres, comme l'a dit Franco Nero. Si j'étais homosexuel, je serais clairement l'amant de Casterali. Casterali disait exactement la même chose, mais c'était en plus deux athlètes. Ils n'ont même pas eu à se consulter pour dire ça. Je trouve ça extraordinaire. Non, pas du tout. En fait, d'ailleurs, ils n'ont pas à se consulter pour rien. Ils ont complètement réécrit au complet le scénario. Un scénario qui avait été écrit par un homme, encore M. Guruguri va savoir de qui on parle, par Luigi Montefiore, de son petit nom américain, George Eastman. C'est lui qui avait écrit les bases du scénario de ce film-là. Qui est George Eastman? Ah, là, le monde va savoir de quoi on parle. George Eastman, c'est le méchant cannibale du film d'horreur Anthropophagus. Tu sais, la pochette qui est rentrée dans l'inconscient collectif du monsieur qui mange ses propres tripes. C'est lui. Ben oui, le scénariste de ce western-là. Mais il faut dire qu'ils ont pratiquement improvisé la trame narrative du film en équipe. Le scénariste, l'acteur, le réalisateur, ils ont... Jour après jour, ils ont improvisé des scènes, ils se sont entendus. Dans quel mood est-ce que t'es, Monsieur Nero, aujourd'hui? T'as-tu envie de faire une scène comme ça? Ils ont commencé par tourner la fin, d'ailleurs. Oui. Le film est assez improvisé. Oui, c'est ça. Aussi, beaucoup un film de d'instinct, scènes. comme tu le disais tout à l'heure, avant l'émission. C'est un film qui est basé sur l'instinct du réalisateur, puis sur l'instinct de ses références cinématographiques. Et de ses composantes. Les personnes qui sont dans le film sont tous... Franco Nero l'explique très bien qu'il n'a jamais cru à une hiérarchie au cinéma, dans la création d'un film. Donc, on a aussi un des trois frères qui s'occupait à écrire les monologues. Je crois que c'est William Berger, mais je suis pas sûr. C'est exactement lui. C'est William Berger qui le faisait. C'est étrange que je dise ça, hein, parce que c'est la constatation qu'on a en écoutant le film. Ça devait être un plateau de tournage de parfait gentleman. Oh, oui, tout le monde était très bon. Ben, moi, je vais écrire cette scène-là. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Aujourd'hui, on fait ça. Tu te sens comme ça? Mais la vraie pièce d'homme italienne. Hein? La vraie pièce d'homme italienne. Quand il y a amour et quand il y a respect et quand il y a communion au cinéma, c'est définitivement quand on a tous ces éléments-là qu'on se retrouve avec des chefs-d'œuvre. Je peux pas le dire assez souvent que quand le monde a eu une expérience plaisante, et c'est ça, une expérience où il y avait l'impression de faire la différence en étant là, ça parle pour la qualité du film, comme c'est incroyable. Que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives, s'il y a émotions exacerbées sur un plateau de tournage, ça donne toujours souvent un résultat intéressant. C'est quand la production est purement et simplement mercantile que se perdent évidemment les intérêts de base. Hein. Exactement. Là, tu t'amènes l'idée de la position de la peur ou de l'émotion. William Friedkin et Sam Peckinpah, d'abord et avant tout. Sergio Leone lui-même aussi. Étaient des facteurs sur un plateau de tournage qui foutaient une chienne. Tu voulais pas travailler avec lui. Ou tu voulais travailler avec lui pour qu'il te pousse à bout.
Mais là, ici, on a exactement le contraire. On dirait qu'à chaque fois qu'il finissait une prise, il allait tout se donner des câlins. Oui, Monsieur Casterelli, on ne cessera de le dire à quel point c'est un gentleman phénoménal. Il a donné souvent des entrevues, entre autres, à la revue de cinéma fantastique française, le Mad Movies. Et à chaque fois qu'on lit des entrevues avec cet homme-là, c'est un homme qui est bavard d'informations, qui a de l'entre-gens, qui est chaleureux. Quand on écoute les pistes de commentaires de ses films aussi, c'est un homme éblouissant de charme. Oui, un peu comme Franco Nero lui-même, comme on le disait tout à l'heure. Encore une belle réflexion. À quel point est-ce que ça fait des films brillants que d'avoir des gentlemen qui apprécient ça? C'est là-dessus, là. Particulièrement dans l'optique du film dont on est en train de parler. Pourquoi on a décidé de parler de Keoma aujourd'hui? Parce que c'est un western qui a été fait en 1976 et que déjà depuis entre 6 ou 8 ans, si je me peux me permettre une approximation, il n'y avait plus vraiment de western spaghetti sérieux en Italie. C'était des westerns parodiques, des trucs comme Mon nom est Trinité, Mon nom est personne. Ouais, et c'était des westerns avec une dimension un petit peu plus ludique. Et le vrai western spaghetti était en tout point, on pourrait ainsi dire, mort. Ouais. Évidemment, M. Casterelli avait fait sa carrière, avait commencé sa carrière avec un western. C'est comme il le dit lui-même, c'est les films qu'il préférait faire. Et selon moi, Keoma, c'est là que je rentre dans le vif du sujet, Jean-Michel, tu me diras ce que tu en penses. Keoma est le dernier des western spaghetti, mais Keoma est un film sur la mort du western spaghetti. C'est mon opinion de base. Il y a rien qui me fait plus plaisir que quand on peut discerner qu'on peut pointer la fin d'un mouvement avec un film en particulier. Oui, et Keoma, c'est ça. Oui. Ils vont faire un autre western dans les années 90. Ça s'appelait Jonathan degli Orsi, Jonathan of the Bears. Mais c'est un western socio-historique. Ça n'a plus rien à voir avec le western spaghetti. Non, c'est ça. Si vous voulez voir la fin, le crépuscule, quel est le mot qui me vient à l'esprit? Le Ragnarok, l'escaton. L'escaton, okay. On les a tous. Et Unforgiven là-dedans. Quand on veut voir la fin du western spaghetti s'incarner entièrement sur pellicule devant vous, avec beaucoup, beaucoup de nostalgie et de tristesse, c'est dans le Keoma qu'on le trouve. D'ailleurs, Franco Nero, le personnage emblématique qui joue là-dedans, incarne, à mon avis, le western spaghetti. Le western spaghetti fait cher. Il revient après des années d'absence dans son village. Donc, le western spaghetti revient dans la production cinématographique après plusieurs années d'absence. Et qu'est-ce qu'il trouve? Un village absolument dévasté. Des années de guerre, en fait, c'est ça? Oui, des années de guerre, des années de conflit. On a simplement oublié ce qui était jadis. C'était la guerre, on n'avait pas le temps de penser à ça. Cette sensation-là de fin d'époque est exacerbée par le fait que le film, quand Enzo Castellari est arrivé dans les studios de la Cinecittà, les studios italiens où se font les grands films d'époque, il trouve un village de cow-boys, un village de western complètement délabré. Il fait, mais ma foi, tout est détruit, évidemment, plus rien tient debout. Il fait, mais on fait le film là-dedans. Mais oui, c'est ça. Ça va exacerber l'idée de peste et de perte d'identité, du fait que tout est en train de mourir. Et l'oubli, l'abandon, c'est tout intégré là-dedans. Donc, oui, absolument. Et Keoma, fils de Western Spag, incarnation sur 2 pattes de Western Spag, retourne dans la production cinématographique, voit que tout est délabré et tente de son dernier souffle, bien qu'il sait, il est suivi d'ailleurs, comme on le disait plus tôt, par une femme, une sorcière qui est l'incarnation, qui est l'avatar de la mort, et il est suivi partout par la mort, comme si c'est le dernier balbutiement, c'est le dernier souffle du western italien, entièrement incarné dans les beaux grands yeux bleus de Franco Nero, triste et nostalgique. Et c'est la présence du rappel. Exactement. Rappel que ça va terminer. C'est mon dernier souffle. Ouais. Je veux le faire avec élégance. Monsieur Casterelli, Monsieur Franco Nero, le personnage, Keoma lui-même, veulent sortir avec élégance, veulent dire la dernière parole, veulent donner la dernière parole, jouer la dernière carte du western italien. Et c'est particulièrement intéressant parce que la façon avec laquelle ils décident de faire ça, c'est de rétablir l'ordre dans le village, de rebâtir ce village-là qui n'est rien d'autre qu'un décor. On se croirait dans une mise en scène brechtienne. On voit, c'est-à-dire, quand je dis brechtien, c'est qu'on voit la pièce dans la pièce, on voit le film dans le film, on voit la pièce se faire et le film se faire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de protéger une femme enceinte qui a un petit bébé. Bon, là, évidemment, on a la nativité. Hein? On a la vie, la mort. Elle est infectée aussi par cette peste. Donc, elle vit avec la vie et la mort en même temps. Exactement. Keoma est suivi par la mort. Et Keoma veut protéger la vie. Et si on pousse encore notre second degré,
Keoma, fils de Western Spaghetti, veut protéger l'avenir de ce qui sera le genre. Je vais faire... Évidemment, le genre, mon genre, ce que je suis, l'homme que je suis, la légende que je suis va mourir, mais elle va laisser place à une autre légende. D'ailleurs, la première ligne du film. On parle souvent ici à l'émission d'Inshipit, c'est-à-dire quel est le premier plan ou la première ligne qui est dite dans un film et qui nous permet de comprendre le thème du film. La première ligne de Franco Nero, c'est purement et simplement, on dit, qu'est-ce que tu fais encore dans ce village-là? Pourquoi t'es revenu ici? C'est la mort qui lui dit ça, comme si la mort cinématographique elle-même du Western Spaghetti lui disait, mais il n'y a plus de place pour le Western Spaghetti, c'est une époque révolue. Il dit, non, la Terre tourne en rond. Ce qui fait que tôt ou tard, on revient au même point. Ouais. Fait que c'est l'idée qui a toujours la possibilité d'un retour vers ce genre cinématographique-là. Et la dernière ligne de Franco Nero, c'est quand on est libre, on ne meurt pas, on est immortel. Une ligne qui a emprunté un roman qui l'avait beaucoup influencé. Le Cosaque et le Cowboy, c'est le titre du roman. Mais c'est parfait comme ligne pour terminer le film. C'est Franco Nero qui l'avait suggéré à Casterelli, parce que c'est la fin du Western Spaghetti, mais c'est le retour en même temps du Western Spaghetti. Encore, peut-être rajouter, c'est un autre détail que je trouve intéressant, c'est le fait que le personnage de Keoma est un métis, comme le Western Spaghetti est un métis de plusieurs genres de films ensemble. Donc on a aussi cette influence. On voit il est un métis et un bâtard. Oui, exactement. Donc encore, la bâtardise du personnage reflète la bâtardise du film. Le film qui est un bâtard cinématographique. On a tout ça en un simple personnage. Et son père adoptif, celui qui a décidé de prendre soin de Keoma, en même temps, il a un peu délaissé ses 3 fils biologiques et les fils biologiques ne l'ont jamais pardonné à Keoma. Ils ont harcelé Keoma du début à la fin comme les 3 par jalousie. Dans Cendrillon. Oui, et comme on retrouve la même chose aussi dans Le Roi Lear de Shakespeare, of course. Il est question d'un père avec 3 enfants pleins de connivence et de désir. On retrouve encore le même archétype. Mais ce qui est intéressant, c'est que on le sait, de même que Franco Nero le disait par rapport à son favoritisme en ce qui concerne ce film-là, on sait que le père préfère Keoma à ses autres fils. Et le père représente à lui tout seul moi, je trouve que le père est là pour représenter le western américain classique. John Ford. Il est là pour représenter John Ford, oui. Et il préfère son fils bâtard, le cinéma italien, le western spag, à ses fils américains. Qu'ils ne sont que lucratifs. Exactement. C'est comme si finalement les trois frères, les 3 fils du western américain sont devenus le western d'exploitation américain, le western de pur box office, le western à numéro. Ils sont des archétypes de western qui ont perdu la valeur de ce qu'ils étaient. Alors que Keoma n'a pas perdu ça. Keoma, le Western Spaghetti n'a pas perdu de son identité. Même qu'on a une représentation chez les 3 fils du western politique ou du western historique, des personnes qui viennent plus parler de qu'est-ce que c'est l'émergence d'un personnage qui devient un homme d'argent ou qui devient une autorité politique, mais moins l'éloge de l'anti-héros ou de l'homme singulier qui est capable de tout accomplir par lui-même. Les 3 frères sont des forces de civilisation, sont des personnes qui veulent organiser un système hiérarchique. Ce sont des colonisateurs. Exactement. Ce sont les colonisateurs américains. Mais le western n'a jamais été du côté du colonisateur. Ah non, tout à fait. Il était toujours du côté de l'homme seul, du loner, du guerrier solitaire. Non, je dirais pas jamais, peut-être une couple de fois, là, mais ça... Très peu, par exemple. C'est vraiment toujours le guerrier solitaire ou le trickster. C'est la même chose. Keoma. Keoma, c'est ce qu'il est. Il est à la fois, il a les mêmes capacités de trickster qu'a Clint Eastwood dans la trilogie de Man with No Name. Il est tout à fait capable de manipulation, mais c'est aussi un guerrier solitaire. C'est aussi, il incarne, le film pourrait être un film de samouraï, le film pourrait être un film de kung-fu chinois, sans problème, comme toujours, avec ces films-là. Il y a des parentés de thèmes qui peuvent se transposer parfaitement bien. Parce qu'on a le même code d'honneur. On a aussi le même code de conduite, le même on n'abandonne pas une femme, on abandonne encore moins une femme enceinte, on abandonne encore moins une femme enceinte qui est prise par la peste et qui est attaquée par les autres villageois. Surtout quand elle incarne elle tout seule l'avenir du cinéma italien, du western spaghetti. Exactement, c'est impensable. L'anti-héros doit toujours agir avec une moralité de fer. Oui. De faire, oui. Et de le faire avec beauté. Hein? C'est la sortie. Keoma sait qu'il s'en va. La mort le suit depuis le début du film sous la forme de la vieille dame. Donc le climat du film, il est crépusculaire, il est éthéré, il est funeste. On a l'impression que
plus tôt, on appelait le film, j'avais décidé que le film devrait s'appeler, en quelque part, La balade de Keoma. En fait, ça pourrait même s'appeler Requiem pour Keoma. C'est un requiem, le film. C'est The Twilights of the Gods. C'est la mort d'une mythologie. Puis c'est nostalgique, la façon avec laquelle ça s'incarne dans le film, dans le personnage de Franco Nero, qui se débat comme un diable dans l'eau bénite pour rester vivant. Mais il y a encore aussi, il y a comme t'expliquais tantôt avec les lettres de noblesse, on donne aussi une très grande importance à la liberté qui existe chez ces personnages-là. Et chez le cinéma de genre, en quelque part, le cinéma, le western spaghetti, qui est un espace de liberté totale. Peut-être pas de liberté financière. Il y avait pas beaucoup de budget parfois sur les films, les western spaghetti, mais c'est justement ce qui faisait l'inventivité de ce type de cinéma-là. C'est ça, et ça faisait en sorte que ces personnes-là, et c'est aussi la liberté par rapport à pas avoir à plaire, pas avoir à s'assurer que tout le monde a la bonne fin ou les acteurs en vogue. Le western spaghetti a toujours pris beaucoup, comme tu le fais comprendre actuellement, de risques en ce qui concerne ne pas plaire à son auditoire, essayer d'aller dans des zones de provocation. Ou de pas avoir l'espèce de canevas simple de on le sait qu'il va se passer ça ici, comme on n'a jamais eu peur dans le western de faire des énormes contorsions des codes connus. Great Silence est un exemple. Wild Bunch est un exemple magnifique dans le fait que pratiquement tous les acteurs qui incarnaient The Wild Bunch étaient des acteurs qui étaient connus pour être des bons gars. Et que là, enfin, Peckinpah les avait mis dans des rôles de méchants, de truands. Tout d'un coup, c'est des enfants de pute. Des hommes beaucoup plus à la hauteur de leur époque que ce que le mythe nous avait appris. On vire ça complètement sur le capot. Le cinéma, le western spaghetti est en quelque part, ce sont tous des fils The Wild Bunch. C'est tous les enfants bâtards de Wild Bunch de Peckinpah. C'est vraiment les gueules, les tronches balafrées, les enfants de pute qui ont fait les beaux jours évidemment du cinéma italien. Et on en voit toujours. On a des codes vraiment extraordinaires. Si on peut mélanger deux des thématiques qu'on a ici, mais le meurtre du père par les fils devient quelque chose d'extrêmement significatif dans le film, parce qu'on a... C'est la mort devant les yeux du cinéma, du western américain classique, par le marché, par c'est comme si les trois frères représentant le western mercantilisé par Hollywood acceptaient et provoquaient la mort même de leur propre père. Finalement, c'est comme dire qu'il n'y aura plus rien. Et en quelque part, même s'il y a toujours un bon western américain à chaque année qui sort au cinéma, cette fin-là a été marquée par Unforgiven de Clint Eastwood, oscarisé. Le film dont on est en train de parler est un peu de même nature, bien que ce soit un film beaucoup plus symbolique et éthéré, un film beaucoup plus brumeux. On peut remplacer la brume de Keoma par la tempête la tempête de pluie qui termine Unforgiven. Qui est présente dans Keoma. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que la scène, c'est pas la scène qui ouvre, mais c'est la scène qui démarre l'action de Unforgiven. C'est la scène où Clint Eastwood rentre dans le saloon et Morgan Freeman est à l'extérieur. C'est un rappel évident à la scène où Keoma est crucifié au village. Non seulement c'est un rappel, mais la relation dans Keoma est la même. On a encore un individu tout seul dont le meilleur ami est un homme noir, un esclave libéré dans les deux cas. Donc on a encore les mêmes archétypes. C'est vrai. Qui affronte encore et toujours non pas ici un méchant chasseur de primes, mais un homme d'affaires. Un homme qui a bâti son pouvoir à partir de l'exploitation et du contrôle. Je veux dire, le personnage que joue Gene Hackman dans Unforgiven est sensiblement le même que l'homme d'affaires, l'ex-confédéré qui contrôle Caldwell, l'homme qui contrôle le village. Donc, déjà, les deux films sont des archétypes de fin de temps, de fin d'une époque. Et bien que j'adore Unforgiven, je pense que probablement tout le monde l'a vu, c'est un film d'une importance sans nom. C'est la même chose qu'on retrouve de façon beaucoup plus symbolique et poétique et chargée dans Keoma, à mon avis. Et Keoma, c'est toujours pour moi quelque chose d'intéressant, d'important. C'est si on est capable d'exprimer une idée et une émotion en 1h35. Oui, c'est vrai que le film est très court. C'est quelque chose qu'on accorde une importance et des fois non, mais des fois un film de 2h40 n'est pas capable de passer autant d'émotions qu'un film de 1h30, 35. Là, Keoma, on a une version extrêmement poétisée dans l'idée que
comme un poème, on a limité les mots utilisés, on a limité le temps et on a limité et on a condensé tout ce qu'on avait à mettre dans une scène. Faut dire que extrêmement précieuse. T'as raison. Faut dire que si tout ce qui est dit de Keoma, on dit de Keoma que c'est un film dans lequel il n'y a pas beaucoup d'inventivité, ben de même que quelqu'un qui fait du cinéma autoréférentiel comme Tarantino, ben les procédés narratifs qui sont choisis judicieusement pour pouvoir faire développer la trame narrative du film sont brillants. Il y a des sauts qui sont faits dans le temps avec un détail qui dure quelques secondes. Une chanson. Une chanson. Il suffit parfois de montrer par exemple un coup de feu dans une planche de bois et la caméra est derrière le trou et on filme la perspective à travers le trou du coup de feu. Les plans de caméra sont splendides dans ce film-là. Il faut vraiment un plan de caméra splendide où Keoma tend la main devant les 4 personnes qui se préparent à tirer et la silhouette des 4 personnes au loin est cachée par chacun de ses doigts. Elle lui dit, toi, tu vas être celui qui va mourir le premier. Il baisse son doigt et en baissant son doigt, on voit la personne derrière le doigt. Fait que ça fait la main du destin qui est en train de se préparer à... C'est de toute beauté. Les flashbacks sont intégrés. Ça aussi. Ça, c'est splendidement beau. Quand Keoma voit des scènes de son enfance, il est dedans. C'est-à-dire, il se voit petit, lui-même se met à courir autour de lui-même et en train de se faire battre et poursuivre et harceler par ses propres frères. Même que c'est ça, on voit que Keoma se voit pas, mais j'ai cru entrevoir à certaines scènes que l'entourage voit Keoma. Oui. Les frères qui le poursuivent s'arrêtent des fois à regarder Keoma adulte. Ça les arrête pas de faire de quoi, mais ou d'agir violemment envers le jeune Keoma, mais il y a comme une conscience mystique. Il y a comme non, mais je le sais qu'il va devenir un adulte et je le sais qu'éventuellement il va devenir une force naturelle, un grand homme. Et quand ils voient Keoma, les frères, ça les perturbe, les frères, parce que mais t'es mort, tu devrais être mort. Le monde est passé dans nos mains à nous. Tu n'as plus de raison d'exister. T'es une relique du passé. T'es un bâtard, t'as pas la place dans... C'est une bonne corrélation que t'as faite, Jean-Michel. La bâtardise et le métissage de Keoma représente à la perfection, justement, selon la théorie qu'on avait mentionnée avant. C'est le cinéma italien, c'est le western spag par excellence. C'est exactement ça qu'il est. Là. C'est quasiment une preuve. Oui, ça rajoute aussi au... en fait... On le sait pas exactement c'est quoi le sexe du bébé qui naît. C'est un garçon. C'est un garçon. Ouais. Cyclicité encore. On a encore tout ça qui tourne et qui revient et qui revient et qui revient. Ouais. La présence de la mort au début qui lui explique. C'est ça pourquoi. Le film est basé sur le rapport cyclique du cinéma, mais de la légende aussi. Comme il le dit, la Terre tourne en rond au début du film, donc tôt ou tard, on retourne au même endroit. C'est un thème qui était aussi très cher au réalisateur Ingmar Bergman. Oui. Et c'est étrange, parce que c'est la comparaison, c'est le film, bien que Keoma se soit inspiré de Peckinpah, particulièrement Wild Bunch and Pat Garrett and Billy the Kid, que la trame sonore soit inspirée de Bob Dylan, de Leonard Cohen, qui se soit inspiré aussi du western de Robert Altman, McCabe and Mrs. Miller. Et en même temps, il s'est inspiré d'un western que moi j'ai pas vu. En passant, c'est un western qui s'appelle The Appaloosa de Sidney Furie avec John Saxon et Marlon Brando. Je sais pas du tout c'est quoi ce western-là, mais il s'en réclame beaucoup. Pour moi, il est clair que le film auquel la corrélation est évidente, c'est le 7e sceau, The Seventh Seal de Ingmar Bergman. C'est littéralement le même archétype, c'est la même histoire. C'est le chevalier. Le chevalier revient des croisades dans son village d'enfance où tout est dévasté par la peste. Oui. Il a perdu la foi et il sait que c'est la fin. Wow. Il sait que c'est la fin. Il ne croit plus en Dieu, de même que Keoma a perdu la foi envers le cinéma, envers le western spaghetti. Il revient, il décide qu'il est temps pour lui de protéger une espèce d'avatar de la nativité, c'est-à-dire un homme comédien avec sa femme comédienne qui vient d'avoir un bébé. Il décide pour lui qu'il est temps de protéger le bébé. Et pour ce faire, pour pouvoir protéger le précieux d'une seule vie, ce que Keoma fait, il protège le précieux d'une seule et unique existence. Ils vont voir les deux, c'est-à-dire autant le chevalier qui est le personnage principal du 7e sceau, autant Keoma vont voir les horreurs du monde. Ils vont revenir dans leur village, ils vont voir que tout est perdu, que tout est disparu, que tout est délabré. Dans Seven Seal, il y a une sorcière qui est brûlée.
De fait, dans Keoma, on veut détruire cette femme enceinte-là parce qu'on la croit affublée de la peste. Même chose, même combat. D'ailleurs, la peste, c'est pas vraiment une maladie, c'est comme un mal impalpable dont ils ne disent rien. On n'en voit pas les effets non plus. Non. On voit pas les gens mourir de la peste. On sait juste qu'il y a la peste. Elle est là. C'est comme un mal, mais le mal qui est là, il est métaphorique. Il est tout à fait possible de le voir selon une lucarne, selon un monocle qui est métaphorique. Et on peut aussi le voir comme étant un principe de pouvoir. Les trois frères utilisent cette peste-là pour... C'est une gangrène. C'est la gangrène de la mercantilisation qui s'étend puis qui tue toute forme de véritable vie libre. Exactement. Quand les médicaments rentrent, il faut payer maintenant pour les médicaments parce que c'est nous autres qui a la force de la pharmacologie. Non, vous guérirez pas les gens avec les médicaments qu'on est allé chercher avec nos propres moyens. On va vous les revendre parce que vous êtes maintenant chez nous. Ben, c'est ça. Donc, T'as raison. En plus, t'avais dit que Keoma dans le film se fait crucifier, il se fait attacher en position de croix. C'est messianique au possible. Il est sous la pluie, accroché sur une grande roue. Oui. La scène ressemble beaucoup à celle où Morgan Freeman est sous la pluie dans Unforgiven. Et là, justement, t'as l'impression que c'est la chute d'un empire. Ouais. L'empire a régné, l'empire a crucifié le Messie, mais l'empire va tomber. Et le Messie sera plus fort que jamais après. Oui, c'est spécial parce que le Messie est sauvé par la femme qui apparaît simultanément, peut-être, le temps coule, mais la personne qui vient le sauver de la croix, c'est la sorcière et la femme qui le sauve en même temps. C'est impossible pour l'auditeur de le savoir. Non, c'est ça. De même que, évidemment, ça c'est la corrélation qu'on n'a pas fait entre le film de Bergman, puis entre le film, oui, il y a la Bible, évidemment, il y a une relecture chrétienne. On n'a pas le choix, on est en Italie quand même. Mais on a oublié de dire que le point de parenté entre les deux films, c'est que la mort y est incarnée. Oui. La mort, c'est peut-être une des premières fois qu'elle a été représentée au cinéma sous une forme physique avec le 7e sceau. La vieille dame, elle est exactement la même chose que le personnage de la mort. Évidemment, la vieille dame est la mort, mais c'est aussi une sorcière. Et dans le 7e sceau, la mort est aussi un prêtre. Et autant que le chevalier, le croisé, qui doit jouer aux échecs, scène classique du cinéma, scène incontournable, doit jouer aux échecs pour pouvoir sauver sa vie, pour pouvoir juste, comment je pourrais dire, avoir un sursis sur sa vie, pour question de sauver une vie. D'accomplir qu'est-ce qu'il y a à faire. De sauver la suite du monde, n'est-ce pas? Il en est de même de Keoma. Keoma essaye tout le long de juste vivre une journée de plus pour que l'enfant puisse survivre, pour que la mère enceinte puisse accoucher. C'est un film de Bergman en western italien. Écoutez, on va arrêter là les comparaisons. Elles sont légion et je suis même pas certain que Casterali en est conscient à ce point-là. Parce que il s'est concentré sur l'aspect esthétique du film énormément, mais il n'a pratiquement pas couvert les thèmes sous-jacents. Je ne sais même pas s'il est conscient, par exemple, qu'il est en train de se prononcer sur l'avenir du western spaghetti. Je pense que tout ça était juste étalé très, très instinctivement, mais très puissamment, néanmoins. Encore avec ce travail commun. Avoir autant d'esprits qui sont en même temps là, quand une scène marche mieux. En fait, ils ont juste pris les meilleures idées. Donc, cet ébouillement ou cette ébullition d'idées qui est là fait en sorte que quand on se retrouve avec un produit fini, on peut lire qu'est-ce qu'il y a de meilleur des influences de tout le monde qui était là. Et on peut prendre cette œuvre-là, œuvre crépusculaire, œuvre désincarnée du western spaghetti, et se rendre compte que ces légendes-là remontent littéralement jusqu'à Gilgamesh. Ce sont des légendes qui sont absolument vieilles comme le monde et qui ne vieilliront jamais, qui sont immortelles. Qui seront toujours libres. Encore pour rappeler la dernière ligne de Franco Nero. Ah, c'était beau ça. La beauté pleine de mélancolie de ce film-là vient de me toucher en plein cœur juste en parler. Oh. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Ouais, je pense d'accord. Ouais, je pense que c'est vraiment, on devrait finir comme ça. On va finir en fait avec un peu c'est un peu particulier. On va aller écouter la trame sonore de The Proposition. Un western australien dont le scénario et la musique a été signé par Nick Cave, le musicien. Et écoutez, si on parle de western crépusculaire, c'est le plus crépusculaire des westerns de tous les temps, peu importe le genre. Et c'est probablement... Un western kangourou? Pour être extraordinaire. Mais en même temps, pour moi, The Proposition, si on continue l'envolée thématique qu'on a, The Proposition, c'est le bébé. Oui. Oh, Jean-Michel. Oh, là, je t'aime, là. Là, j'apprécie ce que tu viens de dire. Oui. L'enfant que Keoma a fait survivre à la fin de Keoma,
ce que ça a donné, c'est The Proposition. C'est là que le western aujourd'hui est rendu, qu'il soit spaghetti ou curry. C'est pas même important, c'est que maintenant le western est devenu universel. On le laisse vivre et il vit librement. Donc il ne mourra jamais. Oh, Jean-Michel.